Stéphane, bonjour. Une première question simple. J'aime bien comprendre. J'entends des mots chez vous. J'entends Euronext, Alternext, Internext. Expliquez-moi tout ça déjà. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de Next. Il y a beaucoup de Next. Alors passons au suivant. On est aujourd'hui Euronext. C'est une bourse pan-européenne, principalement la bourse de Paris, qui regroupe également la bourse de Bruxelles, d'Amsterdam et de Lisbonne. Ça, c'est le groupe. C'est l'entité économique. Et le groupe boursier sur lequel vous retrouvez des marchés de cotation. Les marchés de cotation qui sont Euronext principalement et Alternext. Euronext sur lequel vous avez de côté le CAC 40, le Next 20, le SBF 120 dont on a parlé tout à l'heure, mais également les PME ETI. Voilà, donc ça c'est pour Euronext et les marchés de cotation Alternext et le marché de cotation Euronext éponyme. Et on a ajouté une filiale de développement commercial qui s'appelle Internext, comme enter comme entrée, pour favoriser le développement notamment des introductions en bourse de sociétés de PME ETI et de PME ETI notamment régionales. Alors justement, si on regarde un peu le type de sociétés qui sont, vous l'avez devant vous le retour, qui sont cotées sur Internext, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a beaucoup là on est dans l'univers, on va parler, on a beaucoup parlé des sociétés du CAC 40, du SBF 120, donc globalement des sociétés qui capitalisent plus d'1 milliard d'euros. Vous regardez peut-être souvent le cours de bourse, mais là on va réfléchir davantage en termes de taille de société et donc de capitalisation boursière. Et donc Internext couvre toutes les capitalisations boursières qui vont jusqu'au milliard d'euros. Donc ça couvre 750 sociétés cotées en Europe, 550 en France, et la plupart, comme on le voit, 70% à peu près, les 2/3, ce sont des sociétés qui capitalisent jusqu'à 250 millions d'euros. Donc c'est des petites choses par rapport au Carrefour et autres sociétés qu'on a citées tout à l'heure, mais je crois que c'est des sociétés qui ont de l'intérêt. Alors sur quel marché on les retrouve, puisque vous nous avez expliqué qu'il y avait plusieurs marchés ? Alors on les retrouve sur Euronext. Ouais. Simplement, il y a des compartiments, les compartiments ABC, ce qui permet de segmenter la taille des sociétés. Donc sur le A, on retrouve tout le SBF 120, donc le CAC 40, et donc toutes les sociétés qui font plus d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Et sur celles qui sont en deçà, donc d'Euronext, compartiment B et C, ainsi que sur Alternext. On les retrouve sur ces marchés-là. Alors là encore, j'essaie de parfaire mes connaissances. J'entends de temps en temps parler de marchés réglementés et j'entends de temps en temps parler de marchés régulés. Qu'est-ce qui est réglementé ? Qu'est-ce qui est régulé ? Et surtout, entre nous, ce qui m'intéresse le plus pour moi, investisseur, c'est quelle est la différence entre les deux ? Alors, vous avez raison, il y a le Alternext, c'est le marché qui est régulé, donc non réglementé. Celui qui est réglementé, celui où il y a le niveau maximum d'obligations à remplir pour les sociétés et donc de garanties pour les investisseurs, c'est Euronext. Euronext, on retrouve le CAC 40. Après, que vous me dites simplement, c'est si je suis réglementé, j'ai plus de garanties d'organisation que si je suis régulé. En fait, vous allez avoir plus d'informations en tant qu'investisseur. Voilà. Après, on a des marchés qui sont différents parce que ça s'adapte à des tailles d'entreprises différentes. Donc pour une PME ou une ETI, il n'est pas forcément utile d'aller se coter sur le même marché que là où les sociétés du CAC 40 sont cotées. Donc on a créé, il y a 10 ans de cela, en 2005, un marché dédié pour les PME ETI, notamment pour les PME ETI régionales, qui leur permet de profiter de l'intérêt de la bourse tout en étant sur un marché un peu plus facile. Allez, j'essaie de découvrir Internext avant qu'on parle d'introduction, parce que c'est notre sujet. Vous nous avez fait une présentation du nombre des tailles des sociétés, des répartitions où elles sont cotées. D'un point de vue sectoriel, les petites et moyennes capitalisations, est-ce qu'elles sont typées ? Alors, il y a le panorama, le stock, ça c'est le camembert que vous voyez là. Le stock, évidemment, on va pas trouver d'industrie pétrolière parce que bon, en dessous d'1 milliard d'euros, on n'en trouve pas. Des banques, on en parlait ce matin. On n'en trouve pas. Donc on va trouver quasiment tous les secteurs d'activité, sauf certains secteurs d'activité, en effet, où il y a une taille critique nécessaire. Voilà. Mais globalement, on a quand même le choix en termes de diversité sectorielle. Ok, lorsque l'on regarde les performances des petites et moyennes capitalisations, depuis 2010, on constate qu'elles font nettement mieux que le CAC 40. Question, pourquoi ? Est-ce que c'est le biais sectoriel parce qu'il n'y a pas de banque ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de croissance ? Comment justifier cet écart ? Alors c'est vrai, juste
vous avez raison, je pense qu'il faut le préciser. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, on se focalise sur les performances du CAC 40 et tout le monde est focalisé sur le CAC 40, c'est très bien. Mais quand on regarde un indice qui reflète la performance des PME-TI, je prends l'indice CAC Mid and Small, par exemple. Le CAC Mid and Small, on voit que sur toutes les périodes de temps, il surperforme le CAC 40. Je vous donne quelques exemples que j'ai retenus. Sur 5 ans, le CAC fait 44%, le CAC Mid and Small fait 80%, donc c'est x2. Sur 3 ans, sur 1 an, c'est à peu près x2 aussi en termes de performance. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là, simplement? C'est que c'est intéressant, on va parler d'introduction en bourse, je pense que c'est simplement des nouvelles idées pour vous en tant qu'investisseur pour réfléchir à diversifier et à élargir votre portefeuille. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de regarder aussi l'univers des PME-TI. Vous connaissez bien les valeurs du CAC, vous avez l'habitude d'y investir et regardez, prenez un instant pour regarder les PME-ETI parce qu'elles délivrent des performances qui sont tout à fait intéressantes. Alors pourquoi? C'était ma question. Pourquoi? Je pense simplement parce qu'il y a un phénomène de taille. Il y a un phénomène de taille qui est très simple. C'est-à-dire qu'une petite société, déjà, quand elle fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, passer de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est doubler de taille. C'est tout à fait possible. Il y a de la croissance externe, par exemple, et il y a beaucoup d'entreprises qui viennent se coter en bourse pour financer de la croissance externe. Si Total augmente son chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, très honnêtement, ça ne va pas tellement avoir d'impact sur la croissance du chiffre d'affaires total sur son chiffre d'affaires total. Voilà. Donc c'est des sociétés qui apportent des innovations, qui apportent des ruptures technologiques, qui vont tout de suite pouvoir adresser des nouveaux marchés et qui, adressant des nouveaux marchés, dès lors qu'elles ont une nouvelle technologie, le marché c'est le monde, elles peuvent très facilement passer de quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à beaucoup plus. Et normalement, comme le marché est quand même à la fin... La micro arrive quand même de temps en temps. À la fin, le marché a quand même raison et il répercute ses bonnes performances microéconomiques de l'entreprise sur le cours de bourse. Le cours de bourse va aussi lui-même extrêmement bien performer et répercuter ses performances. Là, vous nous parlez de l'intérêt des petites et moyennes capitalisations. Je voudrais maintenant qu'on se focalise sur notre sujet dans les 4-5 minutes qui nous restent pour parler d'introduction en bourse. Donc là, on peut acheter des actions des petites et moyennes capitalisations qui sont cotées, puis on peut participer à des introductions. Déjà, premier point, beaucoup d'introductions en ce début d'année 2015. Oui, 15 introductions en bourse pour ce qui est des PME-TI. Globalement, ce sont des levées de fonds entre 5 et 50 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les grands groupes. Vous avez suivi l'introduction en bourse d'Elis. Donc, ce qui est intéressant dans les introductions en bourse, je crois, c'est que d'abord, ça vous permet d'élargir un petit peu, de vous rafraîchir un petit peu les idées, l'esprit, d'aller à la rencontre d'une nouvelle société, d'une nouvelle histoire. Puis moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'on n'a pas regardé les cours parce qu'il n'y en a pas. Parce que, pardon ? Il n'y en a pas sur l'introduction en bourse. On n'a pas de cours avant, donc on ne peut pas passer son temps à regarder des courbes en disant « Tiens, ça vaut 24 aujourd'hui, ça valait 27 hier ». Ça, c'est vrai. C'est un avantage, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'en effet, on n'a pas le recul de savoir si c'est finalement le bon moment d'y rentrer ou pas le bon moment d'y rentrer. C'est un moment d'y rentrer parce qu'à un moment donné, il y a un coup de projecteur sur une société qui a besoin de lever de l'argent et qui sollicite de l'épargne à la fois des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. Et là, vous voyez de la pub un peu partout, notamment sur Boursorama qu'on a cité à plusieurs reprises, et vous dites est-ce qu'il est temps ou pas, est-ce qu'il est intéressant ou pas d'investir dans cette valeur ? Est-ce que introduction veut systématiquement dire, lorsqu'on est dans l'univers des petites et moyennes capitalisations, j'apporte des capitaux à l'entreprise ? Quasiment. Il y a des cas spécifiques qu'on ne va pas traiter là, mais ce qui nous intéresse dans l'introduction en bourse, et je crois que ce qui est intéressant pour vous en tant qu'investisseur, c'est que quand vous achetez un titre déjà coté, vous l'achetez à un vendeur, point. Quand vous achetez un titre d'une société qui s'introduit en bourse, généralement c'est un nouveau titre qui est le fruit d'une augmentation de capital. Donc ça veut dire que l'argent que vous allez prendre de votre portefeuille pour l'apporter en contrepartie d'un titre de capital à cette société, c'est de l'argent que la société va pouvoir utiliser. C'est 5, c'est 10, c'est 20, c'est 30, c'est 50 millions d'euros pour les PME-TI. C'est cet argent que va pouvoir utiliser la société pour mener à bien des projets. Des projets qui peuvent être, comme on l'a dit, continuer à développer des nouveaux produits, des ruptures technologiques, développer l'international, réaliser un projet de croissance externe extrêmement important, etc. Et donc, cette société, elle va utiliser quelque part l'argent que vous lui confiez pour nourrir un projet qu'elle a décrit
très précisément dans un prospectus d'introduction en bourse. Et si vous pensez que c'est intéressant, et si vous ne vous trompez pas, c'est là où il y a le levier quelque part. On parlait de levier tout à l'heure, mais le levier, c'est que vous participez au financement d'une opération qui sert à faire croître une société. Donc si la société croît en termes de chiffres, elle va théoriquement croître également en termes de cours. Bien, on va regarder, si vous voulez bien, les résultats du côté émetteur des différentes opérations qui ont lieu depuis le début de l'année. Quand je regarde ce tableau, où je vois beaucoup de vert, ça veut dire qu'il y a quand même eu pas mal de succès pour ces opérations depuis le début de l'année. J'ai envie de vous poser une question. On a, dans le groupe dans la commission épargnant, regardé l'autre jour le souhait de l'AMF de maintenir une allocation à hauteur de 10% pour les particuliers. Comment on définit la part qu'on va donner aux particuliers lors des introductions par rapport à ce qu'on va donner aux institutionnels? Voilà, alors la théorie, aujourd'hui c'est 10%, aujourd'hui on réfléchit à l'élargir, mais la théorie c'est 10%. Ça veut dire que globalement une société qui veut lever 100 millions d'euros, il va y avoir 90 millions d'euros qui vont être alloués à des investisseurs institutionnels et 10 millions à des particuliers. Dans les faits, là on parle de la théorie, dans les faits... On voit que les locaux sont plutôt pas mauvais d'ailleurs, puisque PAT, qui est une société de la région, se retrouve avec une part des particuliers à hauteur de 60%. Oui, dans les faits, c'est un jeu de vase communicant. C'est-à-dire que après, s'il y a eu une forte demande des particuliers et qu'à contrario, les investisseurs n'ont pas manifesté tout l'engouement qu'ils auraient dû, eh bien, il y a un équilibre. Et si jamais les investisseurs en veulent beaucoup et que les particuliers en veulent beaucoup? Tout le monde est réduit. C'est-à-dire qu'en gros, si vous demandez 100 actions, vous en aurez peut-être que 10. Alors, si on parle, parce que ça c'est du côté émetteur, si on parle du résultat financier, j'ai fait la course derrière les introductions en 2014, j'ai gagné ou j'ai pas gagné d'argent, et j'ai fait la course derrière les introductions en 2015, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai pas gagné d'argent? On a fait les moyennes. Allez, ça donne quoi les chiffres? Les introductions en bourse PMETI en 2014, on en a eu une trentaine, moins 10. Au jour d'aujourd'hui, 2015, on en a eu 15, plus 25. Donc ça veut dire que aujourd'hui, vous donnez un conseil d'investissement d'abord, je ne pourrais pas le faire, on se doit d'être neutre chez Euronext, mais vous voyez, à la fois, vous auriez investi dans les introductions en bourse 2014 en moyenne, vous faisiez moins 10. En revanche, si vous vous positionniez sur les introductions en bourse 2015, vous faisiez plus 25, donc ce qui est plus que le CAC 40. D'accord. Je voudrais qu'on essaie en pratique de voir comment on fait. La majorité de ces opérations se traitent selon le principe de l'OPO, l'offre publique à prix ouvert. Une offre publique à prix ouvert, ça fonctionne comment? Alors, c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est que c'est une fourchette. Il y a un prix, par exemple, qui va être fixé pour l'introduction en bourse à 15 € jusqu'à 20 €. Et puis, s'il y a beaucoup de succès, c'est-à-dire que si la société veut lever 10 millions d'euros, mais qu'il y a 30 millions d'euros qui pourraient d'investisseurs qui ont envie d'investir dans la société, on sera plutôt dans la fourchette haute, et ça c'est les banques et la société qui vont en décider, donc on sera plutôt aux alentours de 20 €. A contrario, s'il y a eu moins d'appétence des investisseurs, on sera plutôt en bas de fourchette, c'est-à-dire plutôt à 15 €. Maintenant, ça ne présume pas de ce qui va se passer à l'avenir. D'accord, moi je dois passer en tout cas un ordre à prix limité pour indiquer quelle est ma position, pour savoir si je vais être exécuté ou pas. Ce qui permet de voir si mon prix est au-dessous du tarif qui est retenu, je ne serai pas servi, et si je suis dans le prix, je serai naturellement servi. Dernier élément très pratico-pratique, comment je dois faire mon choix? Déjà, comment je fais pour être informé qu'il y a une introduction en bourse? On voit ça, vous les mettez sur Internet, il faut aller voir son intermédiaire, quelle est la bonne solution? Alors, très honnêtement, il faut effectivement, il n'y a pas une source unique d'information, il y a toute la presse, évidemment, les Échos et toute la presse nationale et régionale financière. Vous avez les sites d'information financiers, Boursorama, etc. Il y a les sites Euronext ou le site d'Internext. Voilà, sur cet ensemble de médias, vous pouvez trouver l'information qui vous permet d'être au courant de ce qui arrive. Comment on arrive à obtenir de l'information sur les boîtes lors de leur introduction? Alors là, sur le site de la société, vous prenez PAT, Plant Advanced Technology, qui est une société de la région, qui fait des molécules pour l'industrie pharmaceutique et pour la cosmétique, qui a levé 7 millions d'euros. Eh bien là, il fallait aller sur le site de la société, et il y a un onglet
Introduction en bourse avec toute la documentation que vous pouvez télécharger qui vous permet d'être informé. Dernière question, si je vous dis on peut monter à 10% de son portefeuille sur des introductions, sachant qu'on y met des tickets nettement moins importants que ce que l'on met sur les grosses valeurs, puisque j'évoquais tout à l'heure le principe de l'équipondération. Je vous parais être un garçon raisonnable ou un garçon totalement farfelu? Non, très raisonnable. Bon, super. Stéphane Lascar, du coup, on vous applaudit. Merci beaucoup.